This episode is brought to you by Peloton. Break through the busiest time of year with the brand new Peloton Cross Training Tread Plus. Powered by Peloton IQ. With real-time guidance and endless ways to move, you can personalize your workouts and train with confidence. Helping you reach your goals in less time. Let yourself run, lift, sculpt, push, and go. Explore the new Peloton Cross Training Tread Plus at onepeloton.com. Bienvenue à Finances fondamentales en rediffusion. J'ai décidé de publier de nouveau chaque troisième jeudi du mois un épisode qui avait été soit populaire auprès des personnes auditrices ou tout simplement des livres qui, moi, m'ont marqué personnellement. Pourquoi faire ça? Je souhaitais faire découvrir ces épisodes-là aux nouvelles personnes auditrices qui n'ont peut-être pas eu la chance de les écouter parce qu'ils n'ont pas déroulé leur menu jusqu'à la fin des premiers épisodes ou permettre aux gens qui l'ont déjà écouté voilà un petit bout de réviser les concepts qui étaient véhiculés dans ces livres-là. Si vous avez déjà écouté cet épisode-là et que vous n'êtes pas intéressé de le réécouter, je vous invite tout simplement à écouter l'épisode qui sera publié mardi prochain, comme d'habitude. Soyez prudents, il y a peut-être certaines informations qui sont véhiculées dans cet épisode-là qui sont plus à jour maintenant, donc faites preuve de jugement. Sur ce, bonne écoute! Hey, salut tout le monde, bienvenue au 53e épisode de Finances fondamentales. Vraiment content d'être avec vous aujourd'hui parce qu'on explore le livre d'Andrew Allam, mais son premier. Donc la semaine passée, c'est son deuxième livre, Balance. Cette semaine, on voit son livre publié en 2017 qui s'intitule Millionaire Teacher, donc l'enseignant millionnaire. Donc j'avais quand même apprécié la lecture de son deuxième livre, donc j'étais curieux de voir son premier qui est encore plus acclamé par la critique. Donc je me suis plongé dans la lecture de ce livre-là. Et avant de plonger dans les 5 principaux points, donc on plonge pas mal, à retenir pour ce livre-là, je vous rappelle qu'Andrew Allam, il est issu d'une famille modeste et il est devenu enseignant dans une école privée en Colombie-Britannique. Il a été confronté à l'absence de pension de retraite, donc il a dû prendre en main ses finances. Et grâce à une autodiscipline hors pair, il a réussi avec des connaissances financières approfondies. Donc il a lu plus de 400 livres sur les finances personnelles, donc il a un petit peu d'avance sur moi. Il est devenu millionnaire puis il a réussi à prendre une retraite alors qu'il était relativement jeune, soit à 35 ans. Donc j'ai 34 ans, je pense pas prendre ma retraite l'année prochaine. J'ai peut-être 150 livres de lu jusqu'à maintenant, donc j'ai un petit peu de retard sur notre bon Andrew. Le livre que je vous résume aujourd'hui, Millionaire Teacher, il est largement recommandé dans le domaine de la finance personnelle. Donc il nous offre des leçons claires et pratiques, selon les critiques, sur l'investissement intelligent. Et l'auteur nous montre comment chacun de nous peut devenir prospère, quel que soit son salaire. Donc maintenant, on est prêt à explorer ensemble les 5 principaux points à retenir du livre Millionaire Teacher. Le premier élément de synthèse, c'est envie ou besoin. Donc le premier point essentiel de ce livre-là, c'est de ne pas dépenser d'argent pour des choses que tu n'as pas besoin si tu veux bâtir ta richesse plus rapidement ou ton patrimoine. Donc l'auteur dit « Avoid debt like a disease », donc évite les dettes comme la peste, là. L'approche intelligente, selon l'auteur, consiste à jamais tomber dans le piège de l'endettement. Selon lui, il faut réduire nos dépenses et économiser si on a quelque chose de plus coûteux à acheter. Si on peut pas économiser pour acheter cette chose-là, on la jette pas. Lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un, même s'il s'agit d'une banque, vous sacrifiez votre qualité de vie, selon l'auteur. Vous devez toujours penser au pire scénario. Et si j'arrivais pas à en rembourser ou si je perdais ma seule source de revenus, qu'est-ce qui arriverait? C'est un peu pessimiste, mais je continue la synthèse des premiers chapitres. Selon lui, s'endetter, c'est comme une maladie. Si on l'attrape, on va être mal à l'aise. Et l'auteur suggère qu'au lieu d'acheter des voitures somptueuses, on devrait investir la même somme d'argent dans l'immobilier ou dans des actions. Ainsi, la valeur de l'argent va augmenter avec le temps au lieu de diminuer. Lorsqu'il a commencé à enseigner, il avait juste une idée en tête, se débarrasser de ses dettes. Donc, il a vécu avec des colocataires, même s'il n'aimait pas ça. Il vivait essentiellement de pommes de terre, de pâtes et de palourdes. Donc, ça, c'est quand même assez intense, quand on parle de frugalité. Le gars allait travailler. Donc, il mangeait juste des patates puis des pâtes. Puis quand il allait travailler, il revenait le soir, il habitait proche d'une plage, puis il ramassait des palourdes sur la plage locale à la main pour se faire un souper pour économiser de l'argent. Donc, quand on parle de frugalité intense, ça me rejoint pas, mais il a réussi à prendre sa retraite en 35 ans. Pendant un certain temps, il a même enfourché un vieux vélo pour parcourir 70 miles. Donc, j'ai pas fait la conversion, mais c'est plus que 70 km assurément, afin de se rendre au travail et d'économiser de l'essence. Donc, il doit avoir des bons mollets. Et ses sacrifices ont porté fruit parce qu'il a pu économiser 70% de son salaire et il a remboursé ses prêts étudiants en 1 an. Ensuite, il a réussi à commencer à consacrer ses économies aux investissements et 6 ans plus tard, il a acheté une propriété en bord de mer qu'il a remboursé de manière agressive en très peu de temps. Pendant ce temps-là, ses collègues qui étaient tristes pour lui il y a quelques années, étaient toujours endettés et avaient une maison qui avait de la difficulté à payer.
L'auteur dit que c'est difficile d'éviter la consommation lorsqu'on peut acheter n'importe quoi avec une carte de crédit ou un prêt personnel de nos jours, mais ça n'en vaut pas la peine, surtout si tu obtiens tout ça en sacrifiant ton sommeil et l'argent que tu as durement gagné. Pour revenir à l'élément de synthèse, l'auteur nous montre l'importance de distinguer nos envies de nos besoins et de développer une approche frugale. Donc je vous ai traduit librement une citation, il mentionne « Nous avons appris à chercher des solutions externes aux signaux provenant de l'esprit, du cœur ou de l'âme qui indiquent que quelque chose est en déséquilibre. Nous essayons de satisfaire des besoins essentiellement psychologiques et spirituels par une consommation au niveau physique et matériel. » Donc en cherchant à paraître riche, il y a de nombreuses personnes qui se ruinent. Au final, ils accumulent non pas de la richesse, mais du stress. Donc l'auteur dit que par exemple de nos jours, la plupart des gens achètent des voitures en contractant des prêts, même sur plusieurs années. Ils choisissent une voiture en fonction des paiements les plus élevés qu'ils peuvent se permettre sans tenir compte du coût total de la voiture au final. Il y a d'autres personnes qui achètent la maison la plus chère pour laquelle leur banque leur permet de signer un prêt hypothécaire. Selon Andrew Allam, c'est une situation dangereuse parce que s'il y a des problèmes soudains qui émergent comme le chômage, ou une perte d'emploi ou une maladie, ou la hausse des taux d'intérêt comme on vit depuis 2 ans, ben ça peut rapidement mettre certaines personnes à la rue. Une autre citation traduite librement, donc l'auteur dit « Si vous envisagez d'acheter une maison, doublez le taux d'intérêt et déterminez si vous pouvez encore payer les mensualités. Si c'est le cas, vous pouvez vous le permettre. » Je me rends compte qu'on est nombreux, mais en fait, quand je discute avec les gens, je trouve qu'il y en a plusieurs qui pensent que d'avoir un revenu plus élevé les débarrasserait de leurs problèmes d'argent. Pourtant, il y a des joueurs de basket de la NBA qui gagnent des salaires énormes ou de la NHL, mais il y a 60% d'entre eux qui sont ruinés dans les 5 années qui suivent leur départ à la retraite. Les gagnants de loterie affichent des statistiques aussi déprimantes, donc les gens ont généralement tendance à dépenser davantage à mesure que leur revenu augmente, un phénomène qui est connu selon l'auteur sous le nom de l'inflation du mode de vie. C'est quoi la solution? Ben, pour devenir vraiment riche, il faut vivre comme les riches. Comme on a vu dans certains livres avant, l'auteur ramène ça également, il dit que la plupart des millionnaires achètent pas des choses tape à l'œil. Donc, selon le chercheur qu'on a déjà lu avant, Thomas Stanley, donc cité dans le livre d'aujourd'hui, la voiture moyenne d'un millionnaire coûte que 31 368 $, et contrairement à ce que la plupart d'entre nous supposent, le millionnaire moyen roule pas en Ferrari ou en Lamborghini. Donc, il dit que la plupart des millionnaires conduisent une Toyota. Et dans le livre de Thomas Stanley, il ajoute que la destruction d'un grand nombre de ces mythes à la culture populaire est essentielle si on veut que les gens comprennent que ceux qu'on identifie comme les riches vivent pas comme on le pense. Donc j'invite à écouter l'épisode 37 si vous êtes intéressé par le livre de Thomas Stanley, Le millionnaire d'à côté. Donc Andrew Allam a découvert la mentalité frugale des personnes fortunées lorsqu'il a travaillé avec un mécanicien qui s'appelait Ross. C'était un père célibataire qui était millionnaire. Donc, ce mécanicien-là a donné plein de conseils à Andrew pour économiser de l'argent. Donc, par exemple, il a appris à jamais acheter de voitures neuves ou à pas les louer parce que ça lui faisait perdre beaucoup d'argent. Il dit que la plupart des gens qui achètent une voiture neuve vont perdre des milliers de dollars dès la première année parce que les voitures neuves perdent rapidement de la valeur. Donc, ils déprécient rapidement. Le mécanicien a plutôt dit à Andrew de chercher des voitures d'occasion qui coûtaient environ, qui avaient environ 100 000 km à leur rodateur et qui était en bon état. Donc, en suivant les conseils de son mécanicien, Andrew a découvert qu'il pouvait acheter une voiture, la conduire pendant 1 an et même la revendre après avec un certain bénéfice. Une citation, traduction libre encore une fois, il mentionne l'auteur. « Une fois, j'ai acheté une camionnette Toyota de 12 ans avec peu de kilométrage pour 3 000 $. Je l'ai conduite sur à peu près 4 000 miles depuis la Colombie-Britannique au Canada jusqu'à la péninsule mexicaine de Baja, puis jusqu'à Guadalajara, avant de rentrer au Canada, puis après avoir parcouru plus de 8000 miles en un seul voyage, il l'a revendu pour 3500 $, donc 500 $ de profit. Ma prise de position par rapport à cet élément de synthèse-là, économiser et investir, c'est des pratiques cruciales pour créer une base financière solide, donc éviter les dépenses inutiles vous permet assurément de dégager plus d'argent à investir pour votre avenir, mais je pense pas qu'on est obligé de devenir aussi frugal qu'Andrew Allam. Deuxième élément de synthèse, les rendements composés, 3 petits points encore. Et oui, on parle encore de rendements composés, mais si ça revient aux 3 épisodes, ça doit être assez important. Donc, assurez-vous que vous comprenez ce concept-là de A à Z. Donc, dans ce point-là, Andrew Allam explique comment la force magique du temps et des rendements composés peut faire croître un patrimoine de manière exponentielle. Donc, j'ai souvent fait des calculs dans le podcast, mais l'épisode va être un petit peu plus long aujourd'hui, je pense. Donc, je vous invite à utiliser vous-même une calculatrice de rendement composé. Écrivez ça sur Google, puis faites vos calculs avec vos chiffres à vous. Vous allez voir, vous allez capoter.
Pour ceux qui viennent d'arriver dans le podcast, donc c'est pas tout le monde qui commence à l'épisode 1, un crash course sur les rendements composés, lorsque vous investissez de l'argent, votre argent va augmenter un peu chaque année. Cette croissance, c'est ce qu'on appelle les intérêts. Donc si tu investis 500$ puis que tu reçois 10$ de rendement, tu es rendu à 550$ dans ton compte en banque à la fin de l'année. C'est là que les choses deviennent intéressantes parce qu'au cours de la deuxième année, tes 550$ vont encore produire par exemple 10% de rendement et ça va donner 605$. Donc cette fois-ci, tu n'as pas seulement fait 50$ de rendement, mais 55$. C'est ce qu'on appelle les rendements composés. C'est ce qui se passe lorsque vos intérêts, vos rendements gagnent eux-mêmes d'autres rendements. Donc si la différence peut sembler minime dans l'exemple que je viens de vous donner, sur plusieurs années ou décennies, ça peut devenir exponentiel. Donc c'est grâce aux intérêts composés, aux rendements composés, j'ai encore de la misère des fois à prendre de nouveaux mots que j'utilise. C'est grâce aux rendements composés que l'investissement de quelques centaines de dollars par mois peut permettre à des gens de devenir millionnaires au moment où ils sont prêts à prendre leur retraite ou à arrêter de travailler. Donc plus vous commencez à investir tôt, plus vous profitez de l'effet des rendements composés et plus vous vous enrichissez. Donc l'exemple dans le livre, il dit que si tu ajoutes 100$ à ton compte chaque mois puis que tu les laisses fructifier à un taux de rendement de 10%, bon 10% c'est assez élevé là. Moi je fais plus ça avec du 6-7% dans mes exemples d'habitude, tu vas avoir 1,4 million dans 50 ans. Il dit que c'est incroyable, donc un 100$ à chaque mois qui devient 1,4 million dans 50 ans, il dit que c'est le pouvoir magique des rendements composés. Ma prise de position par rapport au point des rendements composés, commencer à investir tôt et rester fidèle aux stratégies d'investissement, c'est essentiel pour profiter pleinement de cette magie-là. Donc, les petits investissements réguliers peuvent se transformer en fortune considérable à long terme. Donc, bien sûr, j'ai rien à dire contre les rendements composés. On en a parlé assez souvent. Le troisième élément de synthèse aborde les fonds indiciels. Donc, c'est le troisième point clé du livre. Andrew Allam démontre dans ce chapitre-là, dans ces chapitres-là qui traitent des fonds indiciels, pourquoi ces fonds-là sont souvent un meilleur choix à long terme. Il dit que lorsque vous économisez, il ne faut pas mettre votre argent sous votre matelas ou dans un compte épargne ou un CELI sur votre compte personnel, exemple votre compte accédé à 0,4%, ce que moi j'avais de 18 à 25 ans, ouch! Selon l'auteur, la première composante essentielle d'une bonne stratégie d'investissement, c'est constituer des fonds indiciels boursiers. Donc, moi, ce que j'appelle souvent sur le podcast, les FNB passifs indiciels, je pourrais appeler ça des FNB indiciels, sont automatiquement passifs, mais bon, ça sort naturellement. Pourquoi acheter des actions? Selon l'auteur, parce que le marché boursier a tendance à croître et que convertir votre argent en actions peut réellement accroître votre patrimoine. Selon l'auteur, les gens ordinaires investissent dans le marché boursier de deux façons principales, soit dans des fonds communs de placement souvent gérés de façon un peu plus active ou dans des fonds indiciels. Un fonds commun de placement, c'est un ensemble d'actions et lorsqu'on dit gérer activement, ce que l'auteur veut dire, c'est qu'il y a un expert souvent dans ce fonds-là qui va essayer de sélectionner des actions pour battre justement les indices boursiers. Donc en théorie, les fonds communs de placement semblent être une bonne idée parce qu'on a un expert qui fait le travail pour nous. Cependant, la réalité, vous le savez avec le podcast, est bien différente et l'auteur aborde ces points-là un petit peu plus loin dans le livre, on va y revenir. Il présente ensuite les fonds indiciels, donc qui sont également une collection d'actions, un ensemble d'actions, mais dans ce cas-là, il n'y a personne qui essaie de choisir les meilleures actions. Donc au contraire, le fonds indiciel va investir de manière égale dans chaque action du marché selon leur pondération personnelle, individuelle. Donc par exemple, le SP500, c'est une liste des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Si tu investis dans le fonds indiciel SP500, ça signifie que tu possèdes en fait une infime partie de toutes les 500 entreprises de cet indice-là. Andrew Allam nous questionne, pourquoi les fonds indiciels sont-ils meilleurs que les fonds communs de placement? Manifestement, c'est un grand fan des fonds indiciels, l'auteur, mais pourquoi? Donc, il dit que d'abord, les marchés progressent avec le temps. Donc, bien sûr, le marché boursier peut connaître des hauts et des bas qui nous font peur à court terme, mais il a toujours connu une croissance très fiable à long terme. Il est donc quand même prudent de supposer que le marché boursier dans son ensemble va croître avec les années, et c'est sur ça que vous devez parier lorsque vous investissez dans un fonds indiciel qui englobe l'ensemble du marché. En revanche, l'auteur dit que c'est risqué de deviner quelles actions individuelles vont croître parce qu'il y a des entreprises qui ont apparu dans le passé indestructibles qui ont fait faillite. Donc, il suffit de penser, il nomme notamment les entreprises Kodak ou Blockbuster. Une citation traduite librement, donc l'auteur dit « Nous savons que les marchés boursiers peuvent fluctuer de façon spectaculaire. Ils peuvent même évoluer en dents de scie pendant de nombreuses années. Mais au cours des 90 dernières années, le marché boursier américain a généré des rendements supérieurs à 9% par année. Ça inclut les cracks boursiers de 1929, de 73, de 87 et de 2008-2009.
Deuxième raison pourquoi aller dans les fonds indiciels, l'auteur dit qu'ils sont plus performants que les fonds communs de placement. Donc, bien que les banques et les gestionnaires de fonds prétendent être experts et savoir comment choisir les meilleures actions, leurs performances réelles sont presque toujours moins bonnes que les fonds indiciels. Et même si un fonds commun de placement a été performant au cours des dernières années, ça ne garantit pas qu'il va continuer à l'être parce qu'il y a très peu de fonds communs qui réussissent à surperformer l'indice au-delà de 5 ans. Citation libre encore, donc l'auteur dit « Une étude américaine menée sur 15 ans et publiée dans le Journal of Portfolio Management a comparé des fonds communs de placement boursiers gérés activement à l'indice boursier du SP500. L'étude a conclu que 96% des fonds communs de placement gérés activement ont sous-performé l'indice du marché américain après la déduction des frais de gestion, des taxes et du biais du survivant. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a seulement 4% des fonds communs qui ont réussi à battre les indices sur 15 ans. Donc vous devez trouver ce 4%-là. Troisième raison pourquoi investir dans les fonds indiciels, l'auteur dit que ces fonds-là ont des frais bien inférieurs à ceux des fonds communs de placement. Donc un fonds indiciel va coûter généralement moins de 0,5% de frais et même 0,008, on l'a vu des fois, alors que les fonds communs de placement coûtent souvent plus de 2% de frais de gestion. Ces frais-là semblent minimes sur le papier, mais lorsque vous faites le calcul, l'auteur dit que vous allez rester bouche bée, et moi j'ajouterais vous allez peut-être même être en crise. Pourquoi les fonds communs ont plus de frais de gestion, mais ils ont besoin de ces frais plus élevés-là pour couvrir leurs dépenses supplémentaires, notamment le salaire des banquiers ou des experts, les coûts de négociation, de commission et de vente des actions aussi. Mais la plupart des soi-disant gourous de la finance, selon l'auteur, vont pas nous suggérer des fonds indiciels parce qu'ils reçoivent pas de commission pour ça. Dans les épisodes des abonnés, je partage à un certain moment une histoire qui m'a enragé. Ça, c'est pas dans un des épisodes passés, ça risque d'être dans un des épisodes futurs, mais avec une collègue qui était investie dans un fonds commun de placement depuis 10-15 ans avec des rendements terribles. Et lorsqu'elle a questionné son conseiller financier après avoir écouté certains de mes épisodes, si c'était possible d'avoir des FNB passifs indiciels, le conseiller a dit oui, c'est disponible. Donc, au lieu de payer 2,8% de frais, ben, tu vas payer 8,75% de frais. Encore là, c'est déjà mieux. Mais le FNB passif indiciel, si elle le prenait elle-même, ben, il serait à 0,08 au lieu de 0,75. Donc, vous voyez, posez les questions et dirigez-vous vers les FNB passifs indiciels. Enfin, l'auteur termine en disant que même l'investisseur le plus riche du monde, Warren Buffett, fait utiliser des fonds indiciels à sa propre famille, puis il veut même léguer ses avoirs ensuite pour qu'ils soient investis dans ce type de fonds-là. L'auteur dit qu'en est-il lorsque Buffett lui-même ne fait confiance à personne pour sélectionner des actions avec plus de succès qu'un simple fonds indiciel. Donc en bref, les fonds indiciels sont largement gagnants à long terme, contrairement à ce que pensent la plupart des gens. Et j'ajouterais ma prise de position personnelle, soyez toujours prudents, parce que les gens qui vous disent que les fonds indiciels, c'est peut-être pas la bonne stratégie, essayez de voir qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête. Souvent, ils vont essayer de vous vendre une formation ou vous vendre X, Y, Z, mais faites vos recherches dans les livres que je vous partage, vous allez voir, c'est toujours statistiquement, et pas subjectivement, mais objectivement, donc avec des statistiques à l'appui, c'est toujours la meilleure stratégie. Mis à part pour le 4% qui battent les indices. Quatrième élément de synthèse aujourd'hui, discipline, s'il vous plaît. Donc, le quatrième point essentiel du livre traite de la prudence face à la frénésie du marché boursier. Andrew Allen nous met en garde contre les réactions impulsives qui sont basées sur la peur ou la cupidité et nous rappelle l'importance d'une approche disciplinée en investissement. L'auteur dit que la plupart des investisseurs ne maîtrisent pas leur peur et leur avidité. Ils ont peur lorsque le marché boursier baisse et commencent alors à vendre leurs actions, et ils deviennent avides et cupides lorsque le marché boursier monte et commencent alors à acheter des actions qui sont plus coûteuses que celles qu'ils ont vendues il y a quelques mois. C'est pas ainsi que fonctionnent les investisseurs intelligents comme les appelait Benjamin Graham. La meilleure approche consiste à acheter quand les autres vendent et à vendre quand les autres achètent. Bien entendu, il faut toujours faire preuve de bon sens. Dans l'ensemble, il s'agit d'une règle assez simple à comprendre, mais difficile à appliquer. Donc lorsque le marché est chaud, entre guillemets, la demande d'actions est également élevée. Donc par conséquent, les actions deviennent plus chères et lorsque le marché est à la baisse, la demande va diminuer et les actions deviennent alors moins chères. La différence entre un investisseur moyen et un investisseur intelligent, c'est que l'investisseur intelligent va pas essayer d'anticiper le marché, il va pas réagir au graphique boursier, il va rester patient, il va penser à long terme en restant investi. À l'inverse, les investisseurs inexpérimentés vont chercher des rendements immédiats, ils veulent des rendements élevés rapidement. Dès qu'ils voient leur cours des actions chuter, ils vont perdre leur sang-froid et commencer à vendre leurs actions. Ça peut sembler anodin,
mais c'est ces petites décisions-là qui vont faire une énorme différence dans vos rendements sur une longue période de temps. Il y a toujours des bulles également qui vont se former dans l'histoire du marché boursier. Lorsque les prix des actions augmentent sans raison et qu'il y a une forte demande, les gens finissent par payer plus cher pour les mêmes actions. C'est pourquoi il est préférable d'acheter des actions lorsqu'elles sont bon marché, lorsque la plupart des gens les vendent. Ici, je me suis mis des mots-clés en gras. Attention, je suggère pas pour ma part de timer le marché, donc d'essayer de synchroniser le marché, puis je ressens dans le discours de l'auteur, ou c'est moi qui ai mal lu, mais qui dit à certains moments, essayez de pas acheter en haut et d'acheter en bas, mais en même temps, restez toujours investi à 100% et essayez pas de synchroniser le marché. Donc, je dois avouer que dans ce bout-là de ma lecture, puis je voulais le dire tout de suite, pas vous penser que je vous suggère d'acheter haut, d'acheter bas et de vendre haut. C'est pas ça l'objectif, là. Moi, je vous dis toujours d'être juste investir à intervalles réguliers puis de toujours être investi. C'est pas un conseil, bien sûr, c'est ce que moi je fais et que je vous partage. Mais donc, nuancer un petit peu ce que l'auteur dit tout de suite, là, on dirait qu'il va dans les deux directions, d'être toujours investi puis de pas essayer de timer le marché, mais également, il vous dit, vendez pas quand c'est en haut, vendez pas quand c'est en bas puis achetez pas quand c'est en haut, mais pour moi, ne pas faire ça, c'est justement essayer de timer le market. L'auteur enfin recommande de traiter vos actions comme n'importe quel autre produit. Si vous pouvez obtenir un produit de qualité au prix le plus bas, ça vaut-tu la peine de l'acheter? Je pense que oui. Donc, en d'autres termes, les investisseurs en fonds indiciels fonctionnent pas sur la base de la peur. Ils vont plutôt, ils vont pas s'énerver quand ils vont constater des fluctuations ou de la volatilité sur le marché boursier. Ça signifie pas pour autant que les fonds indiciels sont toujours performants. Donc, si l'ensemble du marché chute, vos investissements vont chuter aussi. Et votre fonds indiciel va être affecté autant que le marché boursier puisqu'il va suivre ces indices-là. Heureusement, l'auteur dit qu'il existe des moyens de gérer ce problème-là. Il en parle un petit peu plus loin avec la diversification. On va le voir ensemble. Donc, il rappelle qu'au fil du temps, les investisseurs ont réalisé que personne ne peut essayer d'anticiper le marché. Donc, ça revient un petit peu à la petite mise en garde que je viens de vous faire. Et les investisseurs débutants, selon lui, pensent que s'ils achètent et vendent au bon moment, ils vont obtenir d'excellents rendements. Malheureusement, c'est un rêve qui se réalise très peu souvent. J'aurais pu dire rarement, ça se dit mieux que très peu souvent. Ce petit bout-là, je trouvais ça intéressant. L'auteur comparait le marché boursier à un chien qui est tenu en laisse. Donc, on peut pas deviner dans quelle direction le chien va bouger, ce qui est le cours de la bourse. Les actions ont l'habitude de s'emballer puis d'aller un peu partout. Mais vous allez quand même vous rendre à la maison un jour puis vous le savez. Donc, la personne qui tient la laisse avance et le chien peut se promener partout, mais la personne qui promène le chien, elle sait qu'elle s'en va dans telle direction puis elle suit son chemin. Donc, même si les actions s'en vont dans toutes les directions, le marché boursier, lui, à long terme, va toujours suivre une courbe habituellement qui est croissante de 7 à 9% par année. Bon, vous vous demandez peut-être si anticiper le marché c'est impossible, ça vaut pas la peine, pourquoi il y a tant de gens qui commettent encore la même erreur, qui mettent beaucoup de temps et d'argent à essayer de battre le marché. Je lève le doigt ici là, parce que je mets quand même quelques heures des fois par mois à analyser des actions aussi, je suis coupable. C'est parce que c'est difficile de résister à la tentation de croire que cette fois-ci ça va être différent, ou cette fois-ci, on va réussir à battre le marché, ou moi, j'ai développé un outil Excel avec plein de colonnes qui est mieux que ce que les autres ont fait. Donc, l'école nous enseigne pas à devenir un grand investisseur ou à maîtriser nos émotions. C'est des choses qu'on va apprendre en commençant à investir, ou il y en a peut-être qui ont déjà développé ça dans d'autres sphères de leur vie. Donc, en conséquence, les gens, nous, vous, tout le monde, on commet la même erreur à plusieurs reprises en essayant de battre le marché. Donc, laissez-vous pas emporter par vos émotions et essayez pas d'anticiper ou de battre le marché. L'auteur dit d'observer patiemment et de pas imiter vos voisins ou vos amis qui achètent ou qui vendent des actions sans réfléchir en se basant sur des graphiques boursiers. Vous allez peut-être pas voir de croissance immédiate, vous allez peut-être avoir l'impression parfois d'être perdant dans vos placements, mais dans 20 ans, vous allez être heureux et plus riche que n'importe qui autour qui aurait essayé d'avoir une gratification immédiate ou à court terme. Cinquième et dernier élément de la synthèse d'aujourd'hui, diversifie ton portefeuille. Donc, le cinquième et dernier point essentiel du livre, selon moi, aborde la diversification du portefeuille d'investissement. Donc, l'auteur nous rappelle l'importance de répartir nos investissements sur différentes classes d'actifs pour atténuer les risques. Il dit notamment avec une petite touche d'humour qu'il ne faut pas être dépendant de quoi que ce soit dans la vie, puis il en va de même pour les fonds indiciels. Donc, même si les fonds indiciels sont diversifiés en soi, parce qu'ils procèdent des fois des milliers ou des centaines d'actions, il dit que si votre portefeuille contient juste des fonds indiciels 100% actions, peut-être envisager de diversifier avec des obligations, notamment il suggère des obligations de l'État, parce qu'elles vont être sûres, et cela pourrait vous aider dans le pire des cas, lorsque l'ensemble des actions chutent, mais ça va empêcher votre portefeuille de chuter au même niveau que le marché boursier. Il dit que c'est surtout vrai, puis bien sûr, on le dit souvent qu'on parle de répartition d'actifs, mais si vous approchez de la retraite, selon lui, vous ne devriez pas être à 100% en action, mais plutôt
compenser avec l'achat d'obligations. Donc, je rappelle que les obligations, c'est un type de prêt que vous accordez au gouvernement ou à toute autre organisation pour un nombre d'années déterminé. Donc, elles vont vous rembourser la totalité de votre argent à la fin du contrat et pendant tout ce temps-là, vous aurez reçu des intérêts, des dividendes à chaque mois ou à chaque 3 mois. Le problème avec les obligations, puis on l'a vu souvent, c'est qu'elles n'offrent pas le même rendement que les fonds indiciels 100% actions. Donc, vous devez vous assurer de ne pas acheter ces obligations-là pour une période prolongée si vous n'avez pas nécessairement besoin ou si ça apparaît pas dans votre profil d'investisseur, votre profil de risque. Il y a certaines obligations qui arrivent même pas des fois à battre le taux d'inflation, donc. Et il y a aussi certaines obligations qui vont offrir des rendements qui sont élevés, mais leur achat va être presque aussi risqué que les actions. Généralement, les obligations sont pas aussi volatiles que les fonds indiciels qui sont 100% en actions, ce qui devrait, de façon générale, minimiser la volatilité de votre portefeuille si c'est quelque chose qui vous fait peur. L'auteur propose une formule, on en a vu d'autres là, dans les épisodes précédents, mais je vous la nomme quand même. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend l'âge moins 10. Donc, si tu as 50 ans, tu devrais consacrer 40% de ton portefeuille aux obligations et le reste à des investissements plus rentables comme les actions. Il dit que de cette manière, tu n'auras pas à surveiller les nouvelles économiques et à suivre toutes les tendances et à t'inquiéter des changements qui pourraient arriver dans le monde. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faudrait que j'ai environ 25% d'obligations maintenant à 35 ans, alors qu'il me reste encore 30 ans devant moi au moins avant la retraite. Donc, je pense que cette formule-là ne s'applique pas à tout le monde selon votre profil d'investisseur. En gros, l'auteur dit que dans l'ensemble, ton portefeuille va rester plus sain, et toi aussi, si tu apprends à diversifier tes investissements, autant dans la classe d'actifs que géographiquement comme on a déjà vu avant. En conclusion, pour résumer, le texte encourage les lecteurs à investir intelligemment, à vivre frugalement, pour épargner davantage et à choisir des stratégies d'investissement à faible coût et à rendement élevé pour atteindre leur objectif financier, même avec des revenus plutôt modestes. Moi, je vous dirais de lire un ou l'autre de ces deux livres, donc soit celui-ci ou lui que j'ai résumé à l'épisode précédent. Il y a beaucoup de points qui se rejoignent, mais j'ai trouvé celui-ci beaucoup plus concret, avec plus d'exemples, comme vous pouvez le voir avec la longueur de l'épisode qui est un petit peu plus long. L'auteur trouve que le manque d'enseignement sur les techniques intelligentes d'investissement sont pas assez enseignés dans les écoles. Je suis d'accord avec lui, même si je trouve que ça change quand même pour le mieux. Et ce livre-là est un bon moyen, comme plusieurs autres que j'ai présenté, plusieurs autres livres, je veux dire, depuis le début du podcast, pour nous éduquer financièrement. Qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Évitez les dépenses pour épargner plus et investir votre surplus le plus tôt possible dans des fonds passifs indiciels pour diversifier vos placements et vous la couler douce en gérant vos émotions parce que vous savez que c'est la bonne stratégie après plus de 50 épisodes de mon podcast. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Burton J. Malcolm que j'ai lu en 2000. En fait, j'ai lu la version de 2007, mais la première édition a été publiée en 1973. Le titre du livre, c'est A Random Walk Down Wall Street, donc une marche aléatoire sur Wall Street. Ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast les résultats des positions 4 à 6 de ma nouvelle liste de surveillance de septembre, soit 4e position Semler Scientific SMLR, 5e position West Fraser Timber WFG.TO et 6e position Arista Networks ANET. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Komm du Norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify. Spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply.